Bonjour, je suis Patrick Michel, je suis astrophysicien, directeur de recherche au CNRS au laboratoire à Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Je suis aussi responsable scientifique de la mission ERA de l'Agence spatiale européenne et impliqué dans des tas de projets spatiaux vers les astéroïdes. Bonjour, moi je suis Paolo Tang, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, responsable du traitement des objets du système solaire pour la mission Gaia de l'ESA, que vous avez vu là, et expert du système solaire des astéroïdes en particulier. Donc voilà, c'est ça dont on veut vous parler aujourd'hui, ces astéroïdes, ces petits cailloux qui se trouvent entre Mars et Jupiter, n'est-ce pas Patrick? Absolument, alors il faut préciser que Mars est une petite planète qui est au-delà de la Terre, Jupiter est la plus grosse, à peu près 5 fois la distance de la Terre au Soleil, et entre ces deux planètes, on a des petits cailloux qui sont en fait de la matière qui n'a jamais pu s'agglomérer en planète et qui nous raconte en fait l'histoire du système solaire comme on va l'évoquer. Bah, moi j'entends déjà venir la question là. Il y a des gens qui vont nous dire mais il y a aussi des petits cailloux qui viennent proches de la Terre parce qu'ils ne restent pas tous gentiment au-delà de Mars, non? Et oui, parce que le système solaire il est très vivant. Dans cette ceinture d'astéroïdes, les cailloux se rentrent dedans et puis parfois sont envoyés sur des zones instables qui les font passer d'une trajectoire qui est circulaire entre Mars et Jupiter en une trajectoire qui s'allonge petit à petit pour croiser la Terre. Donc on a un mécanisme qui permet de transporter cette matière pourtant loin de notre planète vers des trajectoires qui finissent par la croiser. Et on appelle d'ailleurs ces astéroïdes les géocroiseurs. Mais Paolo, comme ces cailloux sont tout petits, ils n'émettent pas leur propre lumière, ils ne font que réfléchir à la lumière du Soleil, qu'est-ce qu'on sait d'eux quand on les observe avec des télescopes, que ce soit sur la Terre ou à distance dans l'espace? Ah bon, ça dépend, parce qu'il y a des objets qui sont très étudiés, parce qu'ils passent très proche de la Terre, par exemple. Il y a des objets qui sont très connus parce qu'ils ont été visités par des sondes spatiales. Mais en général, on connaît très peu les astéroïdes, parce que la plupart d'entre eux, on connaît à peine la taille, et parfois même pas aussi bien que ça. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir les observer. Et après, comme tu as expliqué, les astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre, qui éventuellement peuvent devenir des objets dangereux, pas tous, peut-être on va l'expliquer, mais ils viennent de la ceinture principale. Donc, quand on observe les astéroïdes qui sont lointains entre Mars et Jupiter, on observe les régions d'où ils proviennent, ces objets potentiellement dangereux. Donc, ça nous sert pour comprendre comment ils sont faits. Mais voilà, donc il faut des télescopes, il faut des missions spatiales, il faut tout un tas de techniques pour les observer de loin et de près et en savoir plus. C'est d'ailleurs pour ça que le premier astéroïde, qui est le plus gros, qui s'appelle Cérès, 950 km de diamètre, n'a été découvert qu'en 1801. D'ailleurs, le 1er janvier, les astronomes, le jour de l'an, y travaillent. Ça a mis du temps, parce qu'en fait, ils sont tout petits, dans un espace immensément grand, et ils ne font que réfléchir la lumière du Soleil. Et donc, ils émettent très faiblement de la lumière. Mais à partir de cette lumière, qu'est-ce qu'on arrive à en tirer? À partir de cette lumière, aujourd'hui, beaucoup de choses. À l'époque, quand ça a été découvert, c'était le premier, vu à l'œil avec une lunette, par Secchi à Palerme. Mais après, dans les années 1800, on en connaissait quelques dizaines. Aujourd'hui, on est au-delà du million d'astéroïdes connus. Et à partir de la lumière, si on fait des analyses, on peut par exemple essayer de comprendre leur composition. On utilise ce qu'on appelle des spectrographes. On décompose la lumière un peu comme l'arc-en-ciel produit par le Soleil. Et là, ça nous donne des informations sur la composition de leur surface. Bien sûr, c'est qu'une partie de ce qu'on veut savoir. Parce qu'après, tout le reste est assez mystérieux. Oui, parce qu'en fait, cette lumière qui réfléchit, elle réfléchit dans les premiers micromètres, c'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu, à la surface. Et à partir de là, il y a certaines caractéristiques dans les longueurs d'onde qui peuvent nous dire, voilà, il y a certains minéraux, mais ça reste quand même très sommaire. Absolument, c'est comme si on voulait, je ne sais pas, comprendre l'intérieur d'un volcan en regardant seulement sa surface, ou comme il marche le corps humain en regardant seulement la tête d'une personne. Et il faut voir plus et avoir des techniques pour explorer l'intérieur, même indirectement. Il y a beaucoup d'indices, on va peut-être en parler, de comment ils sont faits à l'intérieur. Mais voilà, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'observations. Et qu'est-ce qu'on sait à partir des observations au sol, sur la forme,
vitesse de rotation de ces objets? Si on regarde les objets, les astéroïdes, disons, normaux, qui se trouvent gentiment entre Mars et Jupiter, et ils ont une période de rotation entre 4, 5, 6 heures, et leur rotation est connue parce que leur luminosité elle varie. Imaginez de faire tourner une pomme de terre éclairée par une lampe. Bon, la pomme de terre, vue d'un côté, elle est plus petite, vue de l'autre côté, elle est plus étendue, ce qui donne des luminosités qui augmentent et qui baissent au cours du temps, au fur et à mesure qu'elles tournent. C'est la même chose pour les astéroïdes, donc on peut déduire avec ces observations des indications sur la forme et même un peu la taille des astéroïdes. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Si on veut avoir du détail sur ces objets-là, il faut aller tout près, n'est-ce pas? Ouais. Alors là, on a une manière complémentaire de les étudier que tu connais bien. En résumé, avec les observations depuis les télescopes au sol, qu'ils soient d'ailleurs optiques ou radars, on n'a pas parlé des radars, on peut, l'avantage, observer un grand nombre de corps par rapport à des missions spatiales dont on parlera plus tard, qui sont dédiées à un objet spécifique, donc faire de la statistique. Et on peut, si j'ai bien compris, extraire une idée de la forme de l'objet, si on a suffisamment de temps pour l'observer, le temps qu'il met pour tourner sur lui-même, et puis le classer dans des types spectraux qui nous disent en gros de quoi la composition est faite en majorité. Oui, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi déterminer sa trajectoire avec grande précision, si on veut. Si, par exemple, un objet qui pourrait arriver à proximité de la Terre, on a besoin de savoir quand il va le faire, à quelle distance il va se retrouver de la Terre à un moment donné, d'ici peut-être même un cycle ou deux. Donc ça demande des observations très très précises. Et d'ailleurs, je pense que c'est là qu'intervient la mission Gaïa, oui, qui a révolutionné en fait la précision des positions des étoiles en particulier, mais aussi a contribué fortement à augmenter les connaissances sur les astéroïdes. Oui, tout à fait. C'est une mission d'astronomie fondamentale. De l'Agence spatiale européenne. De l'Agence spatiale européenne. C'est une mission qu'on dit d'astrométrie, c'est-à-dire des mesures du ciel, mais pas seulement, parce qu'elle mesure aussi des propriétés physiques, elle détermine des spectres, comme on disait tout à l'heure, de la réflectance, les couleurs que les objets nous renvoient, ou qu'ils produisent avec les étoiles, dans le cas des étoiles, et qui nous renseignent donc sur leur composition, ce qui est très important. Donc c'est une mission vraiment qui est en train de révolutionner l'astrophysique. Et pour les astéroïdes, Gaïa nous envoie des informations sur à peu près 350 000 objets qui constituent une fraction très importante de tout ce qui est connu, pour lesquels on a très, très peu de propriétés pour l'instant. Et donc, ça nous permet d'avancer dans la connaissance de la ceinture des astéroïdes et de la trajectoire de ces objets, comme je disais, qui est très importante à connaître. Et après, bien sûr, on retournera peut-être plus tard sur les observations au sol, mais il faut savoir que tout ça est sans doute complémentaire, n'est-ce pas, Patrick, aux observations qu'on peut faire quand on va rencontrer ces objets plus de près. Absolument, d'ailleurs ça permet de guider le choix des objets auxquels on va rendre visite. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que grâce aux observations au sol, on a pu constater que dans cette ceinture des astéroïdes, il y a une incroyable diversité en termes de composition. Puisqu'on a pu classer les astéroïdes, il y a deux grandes classes dominantes, hein, les astéroïdes plutôt riches en silicates, en roches, comme on peut imaginer des roches sur Terre, mais il y a aussi des astéroïdes métalliques. Et puis il y a des astéroïdes qui sont riches en carbone, en matière organique, et on a même découvert récemment de la glace à la surface de certains astéroïdes. Donc c'est absolument, ça couvre en fait toutes les minéralogies possibles. Et est-ce que ces objets-là pourraient être primitifs même, être remontés aux origines du système solaire? Oui, parce qu'en fait ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les astéroïdes sont les restes des débris qui ont formé nos planètes. En fait, le système solaire est né il y a 4,567 milliards d'années, c'est facile à retenir, 4, 5, 6, 7, et c'était un soleil entouré d'un disque de gaz et de poussière micrométrique, hein, l'épaisseur de mes cheveux, et ces poussières ont commencé à s'agglomérer, à grossir, pour former des corps de plus en plus gros. Alors certains ont fini par former une planète, et puis c'est le reste de ces briques qui s'est parqué entre Mars et Jupiter, et en fait ils ont un énorme avantage par rapport aux planètes, c'est que les planètes elles ont chauffé, donc le matériau s'est transformé chimiquement, et a perdu la mémoire de sa composition initiale, comme quand on sort un gâteau d'un four, on n'a pas les ingrédients. Et les astéroïdes sont les restes de ces ingrédients qui ont conservé cette mémoire parce que, étant restés suffisamment petits, ils n'ont pas subi ces processus d'échauffement. Donc, en les étudiant, on remonte le temps, et le fait que, grâce aux observations au sol, on s'aperçoive que dans cette région qui est somme toute étroite entre Mars et Jupiter, il y a une telle variété de compositions.
on se dit que certains ont dû se former plus loin, notamment ceux très riches en glace. Elle n'est pas stable dans cette zone. Et peut-être c'est un indice que dans le système solaire, au début, il y a eu une histoire un peu mouvementée. Et ce qui est très étonnant, je crois, c'est aussi que certains objets, peut-être, se sont formés dans des objets plus gros qui ont été cassés. Et donc, ils ont été aussi chauffés et altérés, n'est-ce pas? C'est ça, mais pas assez. Alors, ceux-là, oui, les corps qu'on appelle différenciés, voilà. C'est-à-dire qu'on subit le même processus que la Terre avec un noyau métallique, puis un manteau et une croûte. Ceux-là, effectivement, ont été transformés, mais il y en a qui n'ont jamais subi ça. Donc, ils ont gardé cette mémoire de la composition initiale, même si après, ils ont été détruits et que leurs enfants, entre guillemets, les petits fragments, eux-mêmes n'ont pas beaucoup chauffé, ce qu'on a montré tous les deux d'ailleurs, puisque nous avons été, avec Paolo, les premiers à simuler entièrement la destruction d'un astéroïde, et d'autres collègues bien sûr, il faut rendre hommage, et qui a montré que quand on casse un corps dans la ceinture des astéroïdes, de quelques centaines de kilomètres de diamètre, même de 1 kilomètre de diamètre, eh bien les fragments générés ont tendance à se suivre et à ressentir leur attraction et à se réagglomérer pour former des agrégats. Est-ce que du coup, étudier ces fragments finalement d'objets qui ont été créés pendant cette destruction, ce n'est pas une manière de comprendre comment ils étaient faits, leurs corps parents, le corps qui les contenait à l'origine? C'est une manière de regarder dedans, peut-être. Exactement. En fait, on a un peu des détectives qui allons sur une scène actuelle qu'on va appeler la scène du crime, où tout le système solaire est maintenant, et on essaie d'avoir des indices qui nous permettent de remonter l'histoire, et effectivement connaître la structure de ces objets maintenant, connaître leurs propriétés de surface détaillées, eh bien, ça nous permet d'abord d'identifier les processus qui subissent au cours du temps, et qui sont extrêmement variés, et puis de remonter le temps. Donc en fait, on essaie de raconter une histoire du système solaire, depuis ses origines, de voir même comment ces objets ont pu contribuer à l'émergence de la vie sur Terre, puisqu'on a parlé de matière organique, d'eau, et les modèles faits à Nice d'ailleurs, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, ont montré qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts, et ces impacts ont pu peut-être apporter les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Donc en fait, ces petits corps, et c'est pour ça qu'ils ont un véritable succès en termes d'observation de missions spatiales, eh bien, sont largement étudiés dans le monde entier. Et oui, on peut compléter le cadre en disant qu'il y a une telle variété dans le système solaire, hein, parce que quand on parle de petits corps, on ne se cantonne pas à la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, ou à ceux qui visitent la Terre. Il y a aussi les comètes qui viennent de plus loin, qui sont constituées par des éléments plus légers, et qui seront bien visibles quand ces éléments s'évaporisent à cause du rayonnement solaire, quand ils s'approchent des intérieurs du système solaire. Il y a des objets glacés qui sont très loin, au-delà même de Neptune, Pluton, à l'extérieur, aux extrêmes, disons, d'une distance dans le système solaire, et qui sont probablement aussi des objets très anciens. Très primitifs, oui. Ouais, alors très le primitifs. problème de ces objets, qui sont au-delà de Neptune, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour aller leur rendre visite. Et depuis la Terre, on a quand même encore moins d'informations, puisqu'ils sont beaucoup plus loin. L'avantage des astéroïdes, c'est que on peut de temps en temps se permettre d'envoyer une sonde spatiale pour aller les voir sans devoir, comme l'a fait d'ailleurs la sonde New Horizons de la NASA, qui a pris une dizaine d'années avant de pouvoir rencontrer un objet de cette ceinture au-delà de Neptune, ce qui quand même rend les missions un peu longues. Et combien de temps il faut pour aller voir un astéroïde dans la ceinture principale ou plus proche? Oui, alors en fait il faut quelques années, parce que tout dépend si on veut faire un rendez-vous, c'est-à-dire rester autour de l'astéroïde, ou simplement le survoler. S'il s'agit de le survoler, on peut envoyer, pour schématiser, la sonde en ligne droite depuis la Terre. Elle va croiser l'astéroïde, ça va durer quelques dizaines de minutes, à grande distance, et déjà rien qu'avec ça, on fait des choses. Mais bien sûr, on en fait beaucoup plus si on peut carrément faire un rendez-vous, rester longtemps, et même en ramener des échantillons. Et dans ce cas-là, il faut plus de temps, parce que si on allait tout droit, il faudrait une quantité phénoménale de carburant pour freiner et s'insérer autour du corps, sachant qu'il a très peu de gravité, donc on n'est pas attiré. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des sondes, on fait faire des tours autour du Soleil. De temps en temps, on passe autour d'une planète pour s'accélérer. Et petit à petit, eh bien, l'orbite de la sonde rejoint celle de l'astéroïde. Comme ça, on arrive tranquillement. Mais ça prend quelques années. Un exemple, la sonde Hayabusa 2 japonaise, qui est allée voir un astéroïde qui s'appelle Ryugu, un objet très noir de 900 mètres de diamètre, partie en 2014, elle est arrivée en 2018. Elle a mis 4 ans. Et puis elle est revenue en 2020, donc le retour a été plus rapide. Et la raison pour laquelle c'est absolument une période géniale, c'est que
jusqu'aux années 90, on n'avait que les données des observations dont tu m'as parlé pour comprendre ces objets. Après tout, bon, c'est des points lumineux, on aurait pu se dire c'est des petits bouts de cailloux, certes importants pour l'histoire du système solaire, mais qui n'ont pas une histoire complexe. Et depuis les années 90, à partir du moment où on a fait les premiers survols, avec la sonde Galileo qui allait voir Jupiter d'ailleurs, eh bien, se sont révélés à nous des corps d'une extrême complexité et richesse géologique. On a des corps avec des formes variées, et même sur leur surface, il y a une grande diversité de caractéristiques géologiques qui nous indiquent que leur histoire est complexe. On voit des avalanches, on voit des cratères, on voit des bassins, on voit même, dans certains cas, des particules qui partent naturellement, et tout ça, évidemment, depuis la Terre, on ne pouvait pas le savoir. Et c'est ça qui fait le succès et l'âge d'or de l'exploration des astéroïdes, c'est qu'ayant pris conscience de ça, les tas d'agents se mettent à aller les explorer. Et ça suscite en plus en retour aussi de nouvelles initiatives pour les observer avec des techniques de plus en plus poussées. Alors c'est vrai qu'on n'a pas détecté avant la poussière qui se soulève d'un astéroïde parce qu'il faut aller très proche pour la voir. Mais on a par exemple, en continuant les observations, on a découvert que des astéroïdes de temps en temps ils sont actifs, soit parce qu'ils vaporisent des éléments légers, de la vapeur, de quelques gaz, et on ne sait pas bien avec quel rythme et pourquoi, soit parce que, par exemple, ils subissent des collisions et tout d'un coup, on voit que l'objet commence à tourner d'une façon différente, il commence à développer une queue de poussière qui avant n'existait pas, ce qui rend l'étude encore plus intéressante. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un échange entre les observations au sol et celles qu'on fait sur place, parce qu'en fait, on vous donne une vérification sur le terrain. Vous prédisez des choses avec les observations au sol, on voit si ça colle, et si ça colle pas, ça vous permet de mieux comprendre comment interpréter les données qui proviennent au sol. Et il y a aussi une question statistique. Avec des missions spatiales, on peut aller voir quelques astéroïdes, on ne peut pas en voir des dizaines, encore moins des milliers, tandis que depuis le sol, on peut essayer après de mettre tout ça dans un cadre cohérent en explorant plein d'objets différents. C'est ça. Et alors si on fait un panorama des missions, qui sont des vraies aventures dignes des meilleures aventures d'Indiana Jones. J'en raconte dans mon livre paru chez Odile Jacob, je raconte les péripéties qu'il y a eu dans certaines missions qui pourtant ont réussi à ramener des échantillons sur Terre, comme la mission Hayabusa japonaise, qui était la première mission consacrée à un retour d'échantillons, où en gros il y a 8 épisodes, et chaque épisode commence très très mal. Et pourtant, la sonde a fini par revenir avec des échantillons. Alors ce serait une très longue histoire à raconter, mais en gros on a eu d'abord des survols, avec des sondes qui en fait allaient voir d'autres corps. En fait, la sonde Galileo qui est allée voir Jupiter dans les années 90, qui a survolé 2 astéroïdes en allant vers Jupiter, avec déjà des surprises puisqu'elle nous a permis de découvrir que certains astéroïdes sont comme la Terre et la Lune, c'est-à-dire un corps principal et une petite lune autour. L'astéroïde Ida, qui est entouré d'une petite lune dactyle. Donc Ida fait une 50aine de kilomètres de diamètre, et dactyle 1 kilomètre. Et ça, depuis le sol, on ne le voyait pas. Ensuite, on a eu la sonde NIR de la NASA, toujours, qui a fait un rendez-vous avec l'astéroïde Eros, qui d'ailleurs a été découvert à Berlin et à Nice, à la fin du 19e siècle. Il faut préciser les deux parce qu'il y a une petite controverse, qui fait à peu près 20 km de diamètre, qui est le 2e plus gros géocroiseur, et c'était vraiment le premier rendez-vous, et c'est là qu'on a vraiment réalisé à quel point ces objets avaient une histoire complexe. Et après, on a eu les missions de retour d'échantillons, Hayabusa 2 japonaise, une mission de retour d'échantillons OSIRIS-REx de la NASA, une autre mission, et une mission dédiée aux 2 plus gros astéroïdes de la ceinture, Cérès et Vesta, qui est la mission Dawn aussi de la NASA. Et enfin, la mission DART qui a fait le premier test de déviation d'astéroïdes, qui va être suivi par un grand nombre de missions. Enfin, tout ça pour dire que si je vous disais quelles sont toutes les missions en cours, je pense qu'on saturerait la mémoire du film qui nous enregistre. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Oui, bien sûr, il faut acheter une nouvelle mémoire. Mais à part ça, chacune de ces missions, comme tu disais, après ça a été suivi de nouvelles analyses, et aussi pour les observations depuis le sol. Je pensais à ce que tu racontais, par exemple, du satellite découvert. Le petit dactyle autour de Ida. Voilà, exactement. Ça suscitait après, par exemple, des campagnes d'observation au sol, systématiques,
systématique autour des astéroïdes avec des nouveaux moyens, des moyens qui à l'époque étaient nouveaux. On parle de fin années 80, début années 90. On a commencé systématiquement à observer par optique adaptative, à des gros télescopes, chercher à côté des gros astéroïdes s'il y avait des petits compagnons. Et on a commencé à en trouver. Et après, on a commencé à trouver des astéroïdes multiples grâce à la photométrie, en analysant la lumière de ces objets. Et aujourd'hui, on cherche des satellites à travers un programme que je coordonne, par exemple, avec la mission Gaia, en étudiant les perturbations sur le mouvement de l'objet, voir s'il y a des oscillations qui trahissent la présence d'un compagnon caché qu'on ne pourrait pas voir avec d'autres techniques. Donc c'est toute une histoire qui continue, et chaque fois qu'on découvre quelque chose, il y a quelque chose d'autre à faire avec une mission spatiale ou avec des observations au sol. À propos d'astéroïdes doubles, alors il y a eu quelque chose d'absolument magnifique qui s'est produit récemment. On a une sonde de la NASA qui s'appelle Lucy, qui est en fait une sonde dédiée à des survols d'astéroïdes qu'on appelle troyens. Ce sont des astéroïdes qui partagent la même trajectoire que Jupiter et qui nous renseignent sur les régions lointaines du système solaire. Et bien en fait, pour calibrer ces instruments en vol, c'était purement technique. Ils ont survolé un premier astéroïde dans la ceinture, entre Mars et Jupiter. Et là, c'est révélé à nous un corps double, donc un corps principal de 800 mètres de diamètre, avec une petite lune de 200 mètres, mais elle-même est double. Mais pas double, un qui tourne autour de l'autre, deux rochers collés l'un à l'autre. On appelle ça un binaire en contact. Donc ça prouve vraiment que aller voir ces objets, c'est essentiel, parce qu'il y a des tas de choses qui ne peuvent pas être vraiment déterminées depuis le sol. Une autre chose aussi très importante à dire, c'est que les missions spatiales nous ont montré des surfaces en général remplies de rochers ou de sable, de gravier, enfin de matériaux qui semblent durs. Et ce que nous ont révélé les différentes interactions qu'on a fait subir à ces astéroïdes, lorsqu'on a récolté des échantillons ou lorsqu'on a fait le premier test de déviation avec la mission DART, c'est que les images ne nous permettent pas de déterminer quelle va être la réaction de la surface quand on la touche. Puisque pour l'instant, à chaque fois qu'on supposait que la surface allait être dure, en l'occurrence, elle était très molle. Finalement, c'est un peu comme quand on a eu l'émission Apollo sur la Lune. Ils ne savaient pas si quand elle allait se poser, le module lunaire allait s'enfoncer dans le sol lunaire ou s'il allait rester solidement ancré là où on l'est posé. Et surtout, c'est que quand on voit une image et un rocher, eh ben, ça ne nous dit pas s'il est dur ou pas. Parce que sur Terre, un rocher, pour être solide, évidemment, il doit avoir une résistance qui compense l'attraction de la Terre. Donc du coup, il est dur. Mais un astéroïde, c'est tellement petit, il y a tellement peu d'attraction. Là, en m'excitant, en te parlant, je suis déjà en orbite sur un astéroïde, qu'une roche, il suffit d'un tout petit peu de glu pour qu'elle existe en tant que roche, puisqu'il n'y a rien pour compenser. Finalement, si on comprime de la farine, ça devient tout plein, mais ça donne l'impression d'une surface dure, mais en réalité, ça reste de la farine. Voilà, ça reste de la farine. Et ce qu'on a découvert avec ces missions, c'est qu'ils semblent très peu résistants, en tous les cas pour ceux qu'on a pour l'instant, avec lesquels on a interagi. Et d'ailleurs, dans la sonde DART qui a fait un impact sur un petit corps de 150 mètres de diamètre, pour le coup, la lune d'un astéroïde double qui s'appelle Didymos en 2022, eh bien, la sonde ERA qui va retourner sur la scène du crime pour nous dire ce qui s'est passé, et ça c'est essentiel, pour l'instant, d'après ce que l'on a pu voir de DART, les simulations d'impact nous disent qu'on a probablement déformé cette lune, c'est-à-dire que l'impact a été si violent qu'au lieu de laisser un cratère, eh bien, et l'objet étant si peu résistant, il a été déformé. Et ce qu'on aimerait bien, puisque la sonde ERA va partir en octobre 2024 pour rejoindre Didymos fin 2026, donc il y a encore beaucoup de temps, ce qu'on aimerait bien, c'est savoir si, depuis le sol, on peut confirmer ces prédictions basées sur les modélisations d'impact et les peu de données qu'on a après DART. Est-ce qu'on a déformé ce corps? Eh bien, on va essayer. C'est assez surprenant, c'est une histoire assez surprenante. Avant de dire ça, j'aimerais juste revenir un instant sur ce que tu disais, tu soulignais la présence de ces lunes autour des objets. Hein. Pourquoi c'est important? Ben déjà parce que si ces lunes se sont formées à partir de l'objet, c'est parce que peut-être il y a des cailloux qui se sont détachés. Donc ça, c'est un mécanisme qui est invoqué aujourd'hui pour cette formation. Mais aussi parce que quand on observe des objets qui tournent l'un autour de l'autre, on peut calculer leur masse. Et ça peut sembler étonnant,
mais une quantité aussi fondamentale comme la taille et la masse, qui nous permet de savoir quelle est la densité, quelle est la masse volumique de l'objet, sont connues pour très peu d'objets en réalité. Et donc, une chose qu'on fait avec la mission Gaia, par exemple, c'est d'essayer de mesurer la masse précisément pour une centaine d'astéroïdes. Ça peut sembler très peu par rapport à 1 million, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, une masse précise, on l'avait seulement peut-être pour 10, 15, 20 maximum. Donc, on a déjà un facteur 5 en plus. Et si on a la masse et la forme, on en déduit une densité, et la densité, c'est une manière indirecte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, s'il y a des vides. Si la densité est très faible, il y a du vide. Et s'il y a du vide, voilà, si c'est des cailloux séparés l'un sur l'autre, il y a beaucoup de vide, donc la densité est faible. Ce qui est extrêmement important, notamment si on veut dévier un astéroïde, parce que bien sûr. La réponse à l'impact dépend de ça. Et si on a déformé Dimorphos, le satellite de Didymos, c'est peut-être parce que sa densité est faible. En tous les cas, il y a du vide à l'intérieur, c'est des petits fragments les uns sur les autres. Et qu'est-ce qu'on a comme technique possible pour voir les détails de ces objets à grande distance, avant que la mission spatiale arrive? On a peut-être deux possibilités. Les mesures de luminosité, encore une fois, des variations lumineuses qui vont être faites à partir de cet été quand Didymos sera à nouveau observable. Didymos et Dimorphos sont petits satellites, voilà, ouais. Exactement. Ils seront à nouveau observables ensemble. Mais aussi, on peut utiliser, ça peut être surprenant, mais des petits télescopes, parce que parfois ces astéroïdes, ils passent devant une étoile, ils la cachent, ce qu'on appelle des occultations stellaires. C'est un peu comme une éclipse, sauf qu'au lieu d'utiliser la Lune qui passe devant le Soleil pour observer la couronne solaire, là, on a un astéroïde qui passe devant une étoile. Alors, bien sûr, il y a beaucoup moins de lumière que pendant une éclipse de soleil. On voit tout de suite l'effet pendant une éclipse solaire. Là, il faut un petit télescope, plus ou moins petit, qu'on peut transporter dans les endroits où on prédit que l'événement sera observable. Et grâce à ça, on peut explorer l'astéroïde, sa forme et ses allers-retours, et aller voir peut-être quelle est la forme de Dimorphos avant qu'Hera arrive. On espère pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, il y a des campagnes d'observation qui se préparent. Et c'est assez étonnant parce que cette technique n'avait jamais réussi à arriver à déterminer la forme ou à avoir des informations sur des objets qui font à peine quelques centaines de mètres ou comme Dimorphos, 150, 170 mètres de taille. C'est vraiment un record. C'est grâce aussi à Gaia, encore une fois, qui nous donne des trajectoires très précises par rapport aux étoiles, des positions des étoiles très très précises, du coup on peut pousser cette technique très lointaine, et on a fait appel pour faire ça, pour mettre ça en pratique, à des astronomes amateurs, partout dans le monde. Donc on a eu des expéditions aussi en Europe, pendant la mission DART, avant l'impact de DART aussi, pour essayer de capturer les occultations par Didymos. Donc finalement, c'est assez impressionnant parce que dans tout ce cadre de missions haute technologie, d'expérimentation technologique pour aller voir sur place qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ramener sur la Terre, l'analyse des laboratoires, etc., très pointue, on peut aussi faire appel à des scientifiques citoyens, à la science citoyenne qui nous permet d'arriver à ce type d'informations qui nous intéressent. Et sans eux, on ne pourrait pas le faire, parce qu'on n'aurait pas les moyens de déplacer des dizaines de télescopes et de monter ce genre de campagne. Alors ça, c'est très important, parce que c'est une façon d'inspirer les jeunes, de leur donner le goût à la connaissance et de les faire participer à sauver la planète. Oui, mais bien sûr. Parce qu'en fait, lors de l'impact de DART, donc on pouvait voir depuis la Terre certains effets, il y a eu une campagne internationale qui a été organisée et qui a été une extrême réussite. On a eu des télescopes au Kenya, à La Réunion, en Antarctique, de partout dans le monde. Les gens se sont organisés pour communiquer les informations. Et on a démontré qu'on était capable de réunir beaucoup de monde, y compris des amateurs, qui d'ailleurs participent au suivi de ces géocroiseurs, qui nous permettent d'améliorer les orbites. Bien aussi. sûr. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, avec en plus un but. Parce que cette idée de défendre la planète, faut le dire quand même, le souligner, on n'a pas de risque connu. Enfin, pour les astéroïdes qu'on connaît, on n'a pas de risque identifié. C'est un phénomène à très faible probabilité quand il se produit à haute conséquence. Et on sait qu'en principe, statistiquement, on a le temps de se préparer et qu'il vaut mieux le faire avant d'en avoir besoin, parce qu'il y a plusieurs étapes qui ne sont pas immédiates à mettre en œuvre, et les dinosaures auraient bien aimé qu'ils n'aient pas improvisé quand ils se sont pris un astéroïde sur la tête. Et là, ce dont on parle, c'est le volet prédiction, le volet observation depuis le sol, identifier la menace. Il y a le volet prévention avec les missions DART et Hera, qui vont au moins tester une technique pour voir si on est capable de le dévier. Et il faut souligner qu'à l'Observatoire de la Côte d'Azur, on est aussi impliqué à l'ONU dans les groupes de travail
qui essaie d'organiser une réponse à l'échelle internationale, puisque l'Observatoire a signé la charte du réseau d'alerte internationale des astéroïdes, qui est ce réseau qui, sous l'égide de l'ONU, est capable d'identifier la menace, de la communiquer pour qu'un autre groupe dans lequel il y a des agences spatiales puisse réagir. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'offrir un plan qui n'est pas prêt, ça prend du temps, mais en principe on a le temps, un plan robuste aux futures générations qui n'auront pas improvisé le jour où ça arrive, parce qu'on sait que ça arrivera. Et en même temps, on fait participer dès le début les jeunes, les amateurs, grâce au suivi et aux occultations. Ça, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Oui, je pense que c'est très intéressant de savoir que ce n'est pas un domaine fermé pour une élite, mais tout le monde peut s'intéresser à différents niveaux, à partir de la simple curiosité jusqu'au petit télescope et jusqu'à la carrière scientifique, si c'est le cas, mais qui est beaucoup plus difficile d'accès. Mais disons que tout le monde peut de quelque manière contribuer à ça. Et d'ailleurs, pour les simples curieux, on peut rappeler peut-être les passages rapprochés d'Apophis. On va en parler, je voulais finir d'ailleurs. On peut terminer avec ça, parce que c'est quelque chose qui sera visible pratiquement par tout le monde. Des petites jumelles suffiront pour voir Apophis bouger dans le ciel. Oui. Mais avant ça, je voudrais quand même souligner que deux choses. D'abord, ce sujet de la défense planétaire, comme on l'appelle, qui est le risque d'impact d'astéroïdes, même si c'est sur le long terme, en principe, est pris très au sérieux aux États-Unis, puisque c'est la Maison-Blanche qui émet les rapports, qui essaie d'organiser une réponse. J'aimerais bien qu'en France, les politiques soient quand même au courant que nous avons des personnes hautement impliquées et qu'elles soient sensibilisées, ne serait-ce que pour que, au cas où, ils sachent qui contacter. Et il y a j'espère augmenter l'intérêt au travers de ce qu'on fait d'ailleurs et des journées sur les astéroïdes, parce que ça serait quand même intéressant qu'ils sachent que ça existe. Ça éviterait aussi que les médias en parlent parfois de façon catastrophiste et fassent des erreurs qui m'hallucinent. Il y en a une récemment qui m'a vraiment exaspéré. Donc j'espère que la prise de conscience qu'il y a eu aux États-Unis au plus haut niveau de l'État, sans en faire quelque chose qui engouffre tous les budgets, etc. C'est pas cette question-là, mais c'est une question surtout de connaissance. De prise de conscience. Voilà, de connaissance. Et je voudrais dire aussi, pour finir avec Hera, c'est que finalement, la sonde Hera qui va retourner voir Didymos, c'est peut-être, on pourrait dire, mais oui, vous allez revoir un corps qui a déjà été vu, puisque DART, avant de faire un impact, nous a donné des images de Didymos et de Dimorphos, ce petit couple. Mais en fait, l'impact de DART a été tel que finalement, on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver. Et ça, c'est génial. Bien sûr. On sait que quand on va arriver en octobre 2026, enfin les premières images détaillées, on les aura en décembre, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Et ça, c'est toujours ce bonheur qu'on a quand on va voir des astéroïdes, c'est qu'on a tellement peu de connaissances, a priori, depuis le sol, de ce qu'ils sont, que quand on arrive, on a l'impression d'être des Christophe Colomb qui découvront un nouveau territoire et qui, jusqu'à présent, nous a toujours surpris. Bien sûr, il y aura sans doute des surprises. Il y aura certainement. Il y en a toujours. Alors, pour Apophis, donc Apophis, tu l'as dit, va passer près de la Terre sans aucun risque. Aucun. Malheureusement, la date ne nous aide pas. Vendredi 13 avril 2029. Ça démontre que vendredi 13, ça ne veut rien dire. Exactement, voilà, c'est bien, ça tue les superstitieux. Eh bien, il va passer à 32 000 km, ce qui fait qu'on le verra à l'œil nu, enfin sa lumière, et c'est une magnitude 3, c'est ça? Oui, c'est très, très brillant en tous les cas. Si ce n'est pas à l'œil nu, parce qu'on n'a pas exactement l'heure disponible pour l'observer, on n'est pas là, ou avec des jumelles, les jours précédents, les jours suivants, il sera encore visible et il bougera visiblement dans le ciel. Donc ça sera quelque chose assez unique. Oui, c'est ça. En fait, c'est une fois tous les 7000 ans, entre 1000 et 7000 ans selon les... qu'un objet de 340 mètres de diamètre, donc c'est 2 fois la taille d'un stade de foot, passe aussi près de la Terre, et 2 milliards de personnes au moins, si le taux de natalité n'a pas augmenté d'ici là, verront sa lumière à l'œil nu. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, à l'ONU, on propose d'ailleurs que 2029 soit l'année internationale des astéroïdes de la défense planétaire, pour sensibiliser le public, le préparer à cet événement mondial. Et on est en train de se battre à l'Agence spatiale européenne pour monter une mission qui s'appelle Ramsès, qui réutiliserait la même sonde que Hera, parce que nous sommes en 2024, il faut lancer cette sonde en 2028 pour qu'elle arrive vers Apophis avant le passage, et 4 ans dans l'espace, c'est rien du tout. Bien sûr. Donc on essaie là, et c'est en ce moment que ça se joue, la décision, pour aller voir Apophis. Et tout à l'heure, on disait que quand on interagit avec eux,
ils ont un comportement contre-intuitif. Jusqu'à présent, on ne s'attendait pas à ce qu'on a vu. Mais pour l'instant, les interactions, c'est nous qui les avons faites. On a récolté un échantillon, on a fait un impact. Là, la nature fait le job pour nous. Les forces de marée terrestres, puisque le corps va passer tellement près qu'il va sentir les forces de marée dues à la Terre, eh bien, peuvent peut-être modifier sa surface, sa structure interne, son axe de rotation. Sa forme, on verra. Et on n'a qu'à aller là pour l'observer. C'est un événement incroyable. Et en plus, j'en discute avec mes collègues de l'Agence spatiale européenne, l'idée serait que pendant que les jeunes et le public voient la lumière à l'œil nu, on envoie les images prises par la sonde de l'astéroïde en réel, ce qui fait qu'ils auront le vrai astéroïde et l'image, un petit peu comme quand, pendant les sondes Apollo, les gens voyaient à la télé les astronautes. Et la Lune dans le ciel. Ça reste dans la mémoire collective, c'est incroyable. Espérons que cet événement puisse avoir du succès, que la mission se fasse. Exactement. Et de voir tout ça de près. Hein, espérons que tout ça va marcher. Et ces petits cailloux, eh ben, ils sont une source d'inspiration pour les jeunes, ils sont pleins de défis. Et l'aventure continue avec les tas de missions qui nous attendent. Donc nous reviendrons vers vous pour vous en parler. Sans doute. Merci Paolo. Merci à toi.